Alors moi maintenant je parle d'interaction humain-machine, parce que homme-machine, ça semble exclure la moitié de l'humanité. Et effectivement, mon sujet depuis longtemps, c'est d'essayer de rendre les ordinateurs plutôt compatibles avec les humains en général. Et le titre ici, l'IA nous rendra-t-elle inhumains, est lié au fait que d'abord l'exercice qui nous est demandé, c'était d'imaginer des dystopies sur les technologies de l'information, mais parce que je pense que c'est un vrai sujet, et je vais essayer d'expliquer pourquoi. Alors, tout d'abord, petit séjour dans le passé. Je ne sais pas qui reconnaît cette image. Il y a 50 ans, à peu près jour pour jour, Doug Engelbart faisait ce qu'on appelle aujourd'hui le The Mother of All Demos devant 2000 personnes. Il montrait un système qui combinait en gros le web, Skype, la vidéo, et Google Doc, l'édition en temps réel de documents. Et Engelbart, pendant toute sa vie, a développé ce qu'il appelait le Bootstrap Institute et développé cette notion selon laquelle les machines devaient nous aider à développer notre intelligence collective, Augmenting Human Intellect. Et toute sa vie, il a essayé de développer ces systèmes, il en a vendu quelques-uns, et il était largement en avance sur son temps. Mais si on regarde ce qui se passe aujourd'hui, les technologies qui sont presque les enfants de ces développements, elles font qu'aujourd'hui on passe surtout du temps sur Internet à regarder des vidéos de chats qui jouent du piano, ce qui, à mon avis, est une vision un petit peu restrictive de l'augmentation de l'intellect humain. Il y a à peu près 300 heures de vidéos qui sont téléchargées chaque minute sur YouTube en ce moment. Et je parle que de YouTube. Donc, quelque part, il y a quelque chose qui a foiré en cours de route et on a oublié certains des objectifs. Il y a 30 ans, Tim Berners-Lee a inventé le World Wide Web. Et son idée, c'était de créer un réseau mondial qui permettait à tout le monde non seulement d'être lecteur, consommateur, mais aussi d'être auteur. Et en fait, le premier navigateur web était aussi un éditeur de pages web, ce qui a été oublié par la suite. Et là aussi, si on regarde un peu en 30 ans ce qui s'est passé, certes, on a accès à de l'information, certes, on peut produire de l'information, et il y a aussi beaucoup de gens qui s'ingénient à produire des fake news, de la propagande, de la désinformation, de la haine carrément, du harcèlement, etc., etc. Et tout ça, quelque part, est-ce qu'on ne l'avait pas vu venir ? Si on l'avait vu venir, est-ce qu'on aurait pu l'éviter ? Troisième exemple, une grosse dizaine d'années, Steve Jobs présentait l'iPhone. L'iPhone, c'était l'appareil qui allait complètement changer notre rapport aux technologies mobiles. Souvenez-vous ce qu'il y avait avant. Et en 10 ans, on est passé à un appareil qui est devenu une source d'addiction absolument dramatique. On consulte son smartphone, j'en vois qu'ils le font dans la salle, là, n'est-ce pas ? Alors, il y a toujours une bonne excuse, c'est ça le truc. Toujours une bonne excuse. Mais on le sort de sa poche des centaines de fois par jour. Et là aussi, quelque part, dans le déploiement de ces technologies, on a un petit peu oublié, en fait, quels sont les travers de l'être humain qui font que une technologie n'est jamais neutre, elle peut être utilisée pour le meilleur, pour le pire. Et souvent, c'est après coup qu'on essaie de mettre des garde-boue. Des garde-fous, pardon. Des garde-boue aussi, peut-être. Alors, et donc tout ça, ces exemples-là sont des exemples, je dirais, assez simples quelque part, parce que ce sont des technologies qui ont été créées pour amener des outils supplémentaires à notre intelligence collective, à nos facultés de manière générale. Avec l'IA, il se passe quelque chose d'un peu différent, c'est qu'en fait, on nous rebat les oreilles que l'IA va être meilleure que l'homme pour faire conduire des voitures, faire des diagnostics médicaux, prononcer des jugements, etc., etc. Et donc, on n'est plus dans une relation où finalement la technologie augmente nos capacités, parfois pour le meilleur, parfois pour le pire, mais dans une perspective où on va être en compétition finalement avec des systèmes d'IA. Alors, le point de départ de cette compétition, si on peut dire, enfin en tout cas pour le grand public, c'est Kasparov qui perd devant Deep Blue. Alors ça, c'est une énorme arnaque. Kasparov, il n'a pas perdu devant Deep Blue. Kasparov, il a perdu devant Deep Blue et 100 ingénieurs d'IBM. Kasparov, il a perdu la dernière partie parce que dans la nuit, les ingénieurs d'IBM ont reprogrammé
le programme de jeu d'échecs, en fonction de ce que Kasparov avait fait la veille. Donc, comme on l'a déjà dit, l'IA, c'est bien beau, mais enfin, dans l'IA, il y a beaucoup d'humains pour que l'IA fonctionne. Mais n'empêche que ce que je veux retenir de ça, c'est cette idée de compétition. Et en fait, Kasparov a été en forte dépression après cet événement. Et puis plusieurs années après, il est revenu et a dit « Ouais, mais bon, ok, les machines sont meilleures que les humains au jeu d'échecs. Le jeu d'échecs tel qu'il était n'est plus intéressant. Imaginons un autre jeu d'échecs. Il a inventé les échecs augmentés, qui sont une version des jeux d'échecs où on peut jouer contre la machine, mais d'une manière qui reste intéressante pour les humains. Alors maintenant, les futurs de l'IA. Alors on nous parle de la voiture autonome. Voiture autonome, quel intérêt? Je ne sais pas trop. Il y a déjà des embouteillages partout. Il y a plutôt trop de voitures que pas assez. Donc en mettre en plus, je ne sais pas si c'est vraiment très, très utile, mais admettons. Alors j'aime bien cette image parce que, bon, d'abord il est en train de lire un livre. Ça me paraît un peu suspect déjà. Mais surtout, il y a un volant. Donc en fait, on a mis l'être humain dans une situation où on sait, tous les gens qui font des facteurs humains savent très bien qu'il va être très mauvais. C'est-à-dire qu'on lui dit 95% du temps, tu n'as rien à faire. Donc c'est même plus la peine de vraiment savoir conduire, puisque la voiture va conduire pour nous 95% du temps. Et puis dans 5% du temps, la voiture va dire « Oh là, il y a un truc, je ne sais pas ce qui se passe, débrouille-toi ». Et il va falloir passer le contrôle à l'humain, qui, en une fraction de seconde, va devoir analyser une situation par nature complexe, puisque la machine n'aura pas su faire, et va devoir agir de manière experte. Et ça, on sait que l'humain est très mauvais pour ça. Je pourrais citer d'autres exemples, des exemples moins marrants. La catastrophe de l'Airbus d'Air France au large du Brésil. Alors que les pilotes faisaient des manœuvres qui auraient pu sauver l'avion, les alarmes retentissaient d'autant plus fort qu'ils faisaient la bonne manœuvre et retentissaient moins fort s'ils faisaient la manœuvre que la machine pensait correcte, mais qui en fait était celle qui allait précipiter la catastrophe. Donc on est quand même devant des défis. On a parlé d'éthique ce matin, c'est important, mais il y a des choses vraiment réelles derrière ça. Et donc, je pense que le problème, c'est qu'on nous parle beaucoup de l'humain dans la boucle. Et l'humain dans la boucle, pour moi, c'est ça. L'humain dans la boucle, c'est pas mettre l'humain en situation de décision, en situation de contrôle, c'est mettre l'humain esclave de la machine, soit pour lui fournir des informations, soit pour se substituer à elle lorsqu'elle n'arrive plus à faire, et on sait que ce sera le cas dans un certain nombre de situations critiques. Et il n'y a pas besoin d'aller bien loin pour voir que c'est déjà le cas. Ça, c'est un article récent. Dans les entrepôts d'Amazon, vous le savez peut-être, il y a des robots qui vont chercher des colis sur les étagères. Mais il y a aussi des humains. Et les robots ont une fâcheuse tendance à... Alors, ils ne se rentrent pas entre eux, les robots, mais ils ont tendance à rentrer dans les humains et à en blesser certains. Et donc, la réponse devrait être de dire, on va faire des robots qui vont essayer d'éviter les humains. En fait, la réponse d'Amazon, ça a été de fabriquer une veste. J'ai failli dire gilet, mais en ce moment, c'est un peu... On fabriquer une veste sur laquelle il y a des capteurs, etc., qui permet de signaler aux robots où sont les humains dans l'entrepôt pour éviter de leur marcher dessus. Et ça, est-ce que ça préfigure ça, les véhicules autonomes de demain, où si vous sortez dans la rue et que vous avez oublié de mettre votre gilet, vous allez vous faire écraser par la première voiture autonome qui passe, parce que vous aurez oublié de vous conformer aux prescriptions du système technique. Donc ça, je pense que c'est quand même quelque chose qu'il faut avoir en tête quand on développe des systèmes interactifs, et de se dire que sortir du mythe de la perfection, dans lequel on dira « oui, mais bon, demain ce sera mieux, on aura une version 2.0 qui marchera mieux », mais se dire que de toute façon, on va être dans des relations difficiles de substitution à la machine et de conformation à ce que va imposer la machine dans les nouveaux systèmes. Alors ça, c'était un peu la dystopie. Oui, l'IA ne va pas marcher vraiment à 100%, donc il va falloir trouver des moyens de coexister, de cohabiter. Mais je pense qu'il y a une autre dystopie qui est en fait plus inquiétante. C'est si l'IA marchait vraiment. Ça, c'est vraiment terrible, parce que si l'IA marchait vraiment, les voitures seraient complètement autonomes. Donc vous vous déplacez, vous n'avez même pas besoin de dire où vous allez, la machine va le savoir. Aujourd'hui, Facebook sait quand vous êtes enceinte avant que vous-même vous le sachiez, donc il n'y a pas de raison. Donc la machine pourra choisir les films sur Netflix, on parlait de ça ce matin, pour vous. Et ce sera exactement le film que vous aurez envie de voir. La machine va créer à votre place, parce qu'on a entendu des artistes qui disent « oui, mais moi, c'est moi qui choisis l'image ».
Ouais, mais enfin demain, on peut faire une IA qui choisira à la place de l'artiste. Et donc finalement, on va se retrouver comme nos amis du film Wall-E, ici, les humains qui se sont expatriés sur l'Axiom, qui est ce vaisseau où tout est automatisé. Et ils passent leur journée sur des fauteuils autonomes à regarder des vidéos, sans doute de chats qui jouent du piano, et à boire des boissons sucrées. Et donc, je pense qu'il y a une vraie question ici, qui est peut-être même au-delà des questions éthiques, c'est quel rôle on veut pour la technologie. Si on veut que la technologie nous remplace, qu'est-ce qui fait de nous des humains à la fin? Alors pour finir sur une note optimiste, y a-t-il d'autres futurs? Oui. Hollywood a des futurs pour nous, donc moi je vais être Tom Cruise qui, avec ses gestes de la main à travers cet écran transparent, est capable de consulter des données complexes et de démêler des affaires de détective, etc., même si ça ne se finit pas toujours très bien pour lui. Mais on voit qu'il est acteur dans ce processus de recherche de navigation dans des données complexes. Je vais être Iron Man. Iron Man, c'est pas juste qu'il a un exosquelette super puissant, c'est que c'est lui qui l'a conçu, l'exosquelette. Et chaque nouvel épisode, il raffine le truc. Bon, ça se finit encore une fois souvent de manière assez catastrophique, mais il est en fait dans une situation de partenariat entre lui, être humain, et les capacités qu'il a réussi à mettre dans son système. Alors prenons des exemples un petit peu concrets pour finir. La relation homme-machine, la relation humain-machine, il ne faut pas l'envisager uniquement comme une relation de substitution, mais aussi comme une relation où on doit tirer parti de ce qui fait de nous des humains. Ce qui fait de nous des humains, c'est le fait d'avoir un corps, d'avoir des mains, d'avoir une peau. Ici, c'est SkinPut qui utilise votre corps lui-même comme interface, pas besoin d'avoir des dispositifs et des machins avec des boutons qu'on ne sait pas utiliser. Être humain, c'est savoir interagir avec des contenus tridimensionnels. Donc ici, c'est un système de réalité augmentée dans lequel les mains sont capturées en temps réel et me permettent d'interagir avec ces objets virtuels, littéralement comme si je les avais au creux de la main. On peut même utiliser non seulement la main, mais des objets, on va voir dans un instant, je pense, voilà, une espèce de bol, et on va voir qu'il y a une bille qui est cachée sous le bol. Donc de mieux combiner monde réel, monde physique, et pas seulement dans les mondes virtuels, de la réalité virtuelle immersive, qui nous isole du monde physique. On peut augmenter non seulement notre champ de vision proche, mais aussi l'environnement. Ça, c'est le système Room Alive de Microsoft qui, avec un ensemble de Kinect et de projecteurs, analyse la géométrie de votre salle de séjour et adapte le jeu, en l'occurrence c'est un jeu, mais on peut imaginer d'autres applications, à la géométrie de votre salle de séjour en utilisant les surfaces comme les murs, les tables, etc., de manière dynamique. Un autre exemple, c'est celui de Sean Folmer au MIT, qui a imaginé cet afficheur tridimensionnel qu'on peut utiliser dans une situation collaborative, où ma main est littéralement téléportée à distance, et je peux ainsi manipuler des objets physiques à distance, sans avoir à utiliser des dispositifs complexes. Donc de manière intuitive, je peux avoir tout d'un coup 4 bras ou une main 4 fois plus grosse, et ainsi m'approprier l'espace physique de manière locale ou distante. Et mon dernier exemple, ce sont les Zoïdes de Mathieu Le Goc. Ces gentils petits robots font penser aux Minions de Despicable Me, qui peuvent être recrutés pour tout un tas de tâches. Ici, c'est pour faire de l'analyse de données. Donc, on voit qu'ils vont s'adapter à un jeu de données. Ici, je vais en prendre 2 à gauche, je les mets à droite et ils vont se mettre en bonne position. Ou alors, ils peuvent aussi m'aider dans des tâches quotidiennes, comme ne pas oublier mon smartphone quand je pars du bureau. Donc, tout ça, c'est pour dire que on peut envisager l'interaction homme-machine, l'interaction humain-machine, selon 3 grands paradigmes. L'ordinateur est un outil qui augmente mes capacités. On a tendance à dire « ouais, mais ça, c'est pas intéressant ». Je pense que ça, c'est intéressant parce que c'est l'histoire de la technologie humaine que d'avoir augmenté nos capacités.
L'ordinateur partenaire, c'est ce que l'IA veut faire. C'est très bien si c'est un rôle de partenaire et qu'il y a un échange effectivement avec les systèmes d'IA. Actuellement, je pense qu'on est un peu dans de la substitution et pas du partenariat. C'est aussi l'ordinateur média avec toutes les problématiques des réseaux sociaux et autres, et je n'ai pas le temps d'en parler. Et donc pour conclure, je pense qu'il faut sortir de cette idée, de cette expression de l'humain dans la boucle qui nous soumet à la volonté des machines pour mettre au contraire l'ordinateur dans la boucle de nos activités et que l'ordinateur nous rende plus créatifs, plus humains et pas moins créatifs et moins humains.